Et Spider-Man, c'est un criminel, voilà qui c'est. Un mercenaire, un ennemi public. Qu'est-ce que cette fricouille fait sur ma une? Monsieur Jameson, votre femme sur la 2, elle voudrait savoir... Monsieur Jameson, il y a un problème avec la page 6. Eh ben nous, on a un problème avec la une, la ferme. Bien. Alors? Mais c'est un scoop. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben ils vont apprendre. Il a quand même sauvé 6 personnes dans ce métro. Ça devait être lui le responsable de l'accident. Un machin déraille et ce nuisible appareil, regardez ça. Il fuit les lieux du crime. Que dites-vous de ça? Mais non, il ne fuyait pas, il allait probablement sauver quelqu'un d'autre. Ce type est un héros. Alors pourquoi il porte un masque? Qu'est-ce qu'il a à cacher? Vous êtes à l'écoute de La Voix des Masques, le second épisode, le second podcast consacré aux masques sous toutes leurs formes dans le cinéma et d'autres arts, mais surtout au cinéma. Je suis Clément Pellissier et j'ai la joie de copiloter ce podcast avec Hélène Gaudin qui a level up depuis le dernier épisode, puisqu'elle est docteure désormais en études cinématographiques. Ça fait presque un mois maintenant, je crois, Hélène. 2 semaines. Non, sérieusement, ça fait deux. Ça fait 2 semaines. Ça fera 3 semaines cette semaine. Cette époque de l'année est ignoble. Je n'ai aucune notion du temps. C'est terrible. Bon bah voilà, c'est encore plus neuf que prévu. Encore félicitations. J'ai eu la joie d'assister à ta soutenance. Donc effectivement, maintenant tu avais déjà la légitimité avant, mais là maintenant tu as une légitimité encore plus, puisque tu es officiellement diplômé. Et on a choisi pour ce deuxième épisode, on est parti sur complètement autre chose, puisque si vous avez été à l'écoute du premier, et on vous en remercie, c'était consacré à Madame Doubtfire, avec notre cher disparu, malheureusement, Robin Williams, mais là, c'est sur une trilogie de films, donc on va faire ce qu'on peut pour en dire un maximum, mais vous vous doutez bien qu'on ne pourra pas tout dire, elle est dense, elle est touffue. Je veux bien sûr parler de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, une trilogie qui court de 2002 à 2007 exactement. Je voudrais d'abord commencer par rappeler que nous allons parler d'une époque, je veux dire le début des années 2000, qui est particulière en termes de culture, en termes de cinéma, on en reparlera, mais surtout, rappelez-vous qu'à cette époque, les super-héros n'étaient pas usinés comme ils le sont aujourd'hui par Disney, par Marvel, même par DC à certains égards, même s'ils sont peut-être un tout petit peu moins productifs que Marvel. Mais le fait est que les super-héros au cinéma, sans être tout à fait inédits bien sûr, n'était pas aussi présent. Ce qui faisait que Raimi avait les mains assez libres, d'autant plus que Marvel n'était pas dans une santé financière, comment dirais-je, au beau fixe. Ça allait assez mal pour le studio, pour la firme, et Sam Raimi est venu un peu comme une bouffée d'espoir pour une nouvelle aventure cinématographique. Et puis on sait ce qu'elle donnera par la suite, puisqu'effectivement Marvel Studios va devenir, dans les années qui suivront, un véritable géant, je l'ai dit, une véritable usine pour le meilleur et malheureusement pour le pire du super-héros. Mais à cette époque-là, donc, le personnage de Spider-Man, qu'on rappellera être un personnage de comics qui date de 1962, créé par Steve Ditko et Stan Lee, donc ce personnage-là, d'homme araignée, est un personnage relativement peu connu du grand public. Il est apprécié par une partie de la population pas confidentielle mais presque, à savoir les nerds, les geeks. En France, le magazine Strange a fait beaucoup pour le faire connaître, mais il s'avère que le grand public, le monsieur tout le monde qui va au cinéma, était plutôt habitué à du Batman de Tim Burton et autres, mais le personnage était relativement inédit à l'écran. Là, ce qui va se passer avec ce premier film, c'est que ça va être une histoire des origines, et c'est une très grosse responsabilité qui va incomber à Sam Raimi, d'autant qu'à l'origine, James Cameron avait été pressenti pour réaliser le film. Il a travaillé en fait sur le scénario non crédité. Un autre nom important sur les scénarios, c'est Alvin Sargent, qui ne va pas être crédité au premier film
et qui va par contre être crédité pour les 2 suivants. La musique, c'est de Danny Elfman, c'est une valeur sûre, hein. Danny Elfman, c'est un grand nom avec John Williams de la musique au cinéma. Donc il va s'entourer, Rémi, de gens extrêmement talentueux, et il faut rappeler un petit peu qui est Sam Raimi, c'est-à-dire un homme issu pas mal du série B, pas mal issu du cinéma à petit budget. Ce n'est pas un yes man, ce n'est pas quelqu'un qui va obtenir des budgets faramineux, bien que Spider-Man 3 aura eu un budget assez incroyable, puisque je crois qu'il a eu 250 millions. C'était assez malade. Mais en tous les cas, pour ce premier film, eh bien, Sam Raimi va arriver un peu comme il peut, un peu pas les mains dans les poches, mais presque. Et c'est tout de même l'homme de Evil Dead, donc un cinéma bien particulier, un cinéma qui tient de la série B, et on va voir que dans sa façon de réaliser, dans sa façon de filmer, ça va se retrouver dans cette trilogie. En tout cas, ce qu'on peut dire de Raimi avant toute chose, c'est que c'est un amoureux du cinéma, un amoureux de Spider-Man, et son rêve, ce n'est pas faire des films pour gagner de l'argent, mais c'est faire des films, tout simplement. Il aime le cinéma pour ça. Hélène, tu veux peut-être à ce stade réagir ? Oui, confirmer que le dernier film a effectivement plus de budget que les autres, et même, il me semble que c'était l'un des films, sinon le film le plus cher de l'histoire du cinéma à l'époque, oui, jusqu'en 2010, où il a été effectivement détrôné, puisqu'il avait 258 millions de dollars de budget. 258, ce qui a c'est largement impacté la manière dont les gens l'ont perçu, puisque c'est un film qui a été beaucoup moins apprécié que les 2 autres, et je pense que c'est dû en partie au fait que les gens s'attendaient à en prendre plein les yeux, et c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, du moins pas de manière unanime. Alors, il y a d'autres raisons à ça, mais on le développera, je pense, au moment du 3e film. C'est notamment au niveau du choix des personnages et des antagonistes que ça a coincé. L'un d'entre eux, notamment le symbiote, mais j'en reparlerai à ce moment-là. Mais effectivement, comme tu l'as dit, à la base, ça sonne plutôt comme un rêve de gamin, comme un projet de gamin qu'il va d'ailleurs faire avec son buddy, son bro, qui est Campbell. Hein. D'ailleurs, Campbell va apparaître dans le premier film comme étant le présentateur lors du match de catch qui va opposer Peter Parker à son premier adversaire, et c'est Bruce Campbell, donc le premier qui va au cinéma parler de The Amazing Spider-Man, donc c'est assez fort en termes de symbole. Voilà. Dire effectivement, parler du casting, hein, peut-être, ça me semble assez important. Tiens, d'ailleurs, je viens de retrouver le budget du premier film. Il n'avait que 139 millions de dollars. S'il vous plaît. De budget. S'il vous plaît. Excusez du peu. Voilà. Excusez du peu. Voilà. Mais comparé aux 258 millions du 3e, ça fait presque pas le figure en fait. C'est ça Tout qui est rigolo. fait. Voilà. Alors, il faut préciser, voilà, en termes de distribution, que nous avons Tobey Maguire pour jouer le rôle de Peter Parker Spider-Man, nous avons William Dafoe pour jouer Norman Osborn, The Green Goblin, donc le bouffon vert, nous avons Kristen Dunst pour jouer Mary Jane Watson, et nous avons James Franco pour jouer Harry Osborn. Donc c'est quand même un casting, ma foi, trié sur le volet. J'aime beaucoup me rappeler que Kristen Dunst, c'est Judy Shepard, la petite fille du Jumanji. Ça me fait beaucoup de nostalgie parce que ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore ce film, et c'est très rigolo de se dire que cette petite fille deviendra plus tard la célèbre Mary Jane Watson derrière la caméra de Sam Raimi. Tout à fait. Avant de tourner par la suite plus dans le cinéma SF et horreur avec Lars von Trier, Mélancolia en 2011, ce qui fait quand même d'elle une actrice assez polyvalente, et c'est le cas en fait d'à peu près tous les acteurs et les actrices de la distribution des 3 films. Très clairement, ouais.
Très clairement, d'autant que, alors, cette trilogie doit être regardée avec l'œil d'aujourd'hui. C'est une trilogie qui peut nous rendre peu ou prou nostalgiques, hein. Elle a sa place clairement dans l'histoire du tisseur et dans l'histoire du cinéma en général. Je pense que c'est une trilogie qui a beaucoup marqué son temps, qui a encore beaucoup de qualité, mais qu'on peut néanmoins regarder avec un certain recul. Mais je pense que ce qu'on peut tous et toutes accorder à Sam Raimi, surtout au moment de ce premier film, c'est d'avoir réussi l'exploit cinématographique, d'avoir un scénario extrêmement simple, qui pose les bases très vite pour se concentrer sur le développement des personnages et de leur côté émotionnel. Ce que je veux dire par là, c'est que dès les premières minutes du premier film, tous les enjeux sont posés. Je crois qu'en moins de 10 minutes, Sam Raimi parvient à nous expliquer qui est Peter Parker, quelles sont ses relations familiales, amicales, amoureuses. Hein, il y a ce fameux thème du Girl Next Door avec Mary Jane Watson, qui est le love interest. Alors, oui, on va pouvoir parler de représentation des relations hommes-femmes qui, à certains égards, ont vieilli. Oui, très clairement, Mary Jane est pensée comme un personnage des comics d'années 60, on va dire, et elle peut sembler assez creuse, mais vous allez voir qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout, d'autant que ce film est, cette trilogie d'ailleurs, est quand même une grande histoire de passage à l'âge adulte, et à certains égards, je trouve que Mary Jane y arrive beaucoup mieux que Peter, mais on y reviendra. Toujours est-il qu'effectivement, les enjeux narratifs et cinématographiques sont posés dès le départ. Sam Raimi a quand même une manière de filmer, tu me l'accorderas Hélène, qui est bien particulière puisqu'il parvient à faire un véritable storytelling, ne serait-ce qu'en filmant les visages des acteurs et des actrices, des visages par ailleurs extrêmement expressifs, que ce soit dans la méchanceté, dans le drame, dans la joie. C'est quand même ce qui me fait dire que les acteurs et actrices ont été particulièrement bien castés pour cette trilogie. Et dirigés. Et dirigés, bien sûr. Un bon acteur n'est rien sans une bonne direction, on s'en souviendra. Mais effectivement, il y a ce côté aussi Madeleine, il y a ce côté film d'enfance, mais voilà, il faut poser les choses en se rappelant qu'effectivement, présenter un personnage tel que Spider-Man et Peter Parker avec des enjeux humains, avec l'idée du passage à l'adulte, c'était quand même un gros défi pour un cinéaste et il était attendu au tournant, ne serait-ce que pour une majorité de fans, même si cette majorité était un peu confidentielle. Il s'agissait quand même de faire connaître Spider-Man au public. Une anecdote que vous connaissez tous peut-être, 2002 c'est quand même très proche de 2001, et 2001 c'est quoi? C'est les attentats du 11 septembre. Il faut savoir que quand le film est sorti, quand il a été terminé d'être tourné, il y avait un plan, désormais célèbre, hein, Internet l'a gardé évidemment, il y avait un plan dans lequel Spider-Man piégeait un hélicoptère de bandits dans une toile qui prenait place au milieu des tours jumelles, entre les deux tours jumelles, et bien évidemment, le choix a été fait dans la version finale du film de retirer ce plan parce que le trauma du 11 septembre était encore beaucoup trop présent. Rappelez-vous quand même que à cette époque, voilà, c'est toujours actif aujourd'hui, c'est toujours très vif dans la mémoire des Américains et du monde, mais à cette époque-là, on comprend à quel point le trauma était proche, quoi. Tout à fait. Tu m'avais fait une remarque très intéressante sur cette époque-là, c'est-à-dire les années 2000, hein, donc de 2002 à 2007. Tu avais fait un rapprochement avec la déferlante Harry Potter sur le monde. Yes, tout à fait. Ça se voit particulièrement dans le 3e opus, justement, parce que on sent très clairement qu'il y a un gros travail chez Sam Raimi sur la lumière. C'est un de ces réalisateurs vraiment qui utilise une palette extrêmement particulière, qui ne reste pas pour autant tout au long du film. C'est le cas notamment dans le 2e opus, si je ne me trompe pas, quand le personnage de Peter Parker décide de garder Spider-Man un petit peu de côté, de le lâcher et de reprendre sa vie d'avant. On remarque, si on est particulièrement attentif à la manière dont Sam Raimi éclaire son film à ce moment-là,
que si dans le premier film et dans le début du second, la palette est très sombre, presque comme un style DC, le diront certains et certaines, à partir du moment où il décide de mettre un petit peu Spider-Man de côté pour se consacrer à sa vie d'être humain, la palette va devenir beaucoup plus claire, beaucoup plus dans les tons jaunes, dans des tons qui évoquent quelque chose de plus joyeux et de plus doux, que plutôt ce côté très sombre avec des contrastes très marqués. Et c'est quelque chose qui va également être poursuivi dans le troisième opus, qui va permettre d'explorer en profondeur le côté un petit peu sombre du personnage de Spider-Man et qui va refléter, mais ça on y reviendra, la transition vers une personnalité plus entière de Peter Parker. Et ça va aller de pair avec l'utilisation de choix artistiques prédominants qui sont déjà extrêmement présents dans la plupart des films fantastiques de l'époque. Je le rappelle, quand le troisième opus de Spider-Man sort, on est en 2007, c'est l'année où sort l'un des opus les plus sombres de la saga Harry Potter, qui est l'Ordre du Phénix, le 5e film. Si on regarde ce qu'il se passe au début du troisième opus, à savoir cette course-poursuite dans les airs entre Harry Osborn et Peter Parker, chacun dans leur élément, chacun dans leur costume, on pourrait tout à fait s'imaginer un crossover avec Harry Potter, dans la mesure où c'est littéralement les choix artistiques qui sont utilisés pour les courses-poursuites en ballet dans Harry Potter. On a une manière de filmer extrêmement frénétique et qui pourtant n'empêche pas du tout la fluidité. Entre deux bâtiments, il y a un plan notamment entre deux bâtiments où le personnage de de Spider-Man se barre avec sa toile, et on a derrière le personnage de Harry Osborn qui le poursuit donc sur son hoverboard là. Et clairement, on a en tête tout de suite, quand on connaît un petit peu la saga Harry Potter, les courses-poursuites, en plus avec les thèmes de couleurs, entre le rouge qui est poursuivi par le vert, c'est totalement un Gryffondor poursuivi par un Serpentard, comme on a en tête cette course-poursuite qu'il y a dans le deuxième opus d'Harry Potter, quand le personnage d'Harry Potter est poursuivi par un cognard, cette grosse balle enragée qui a été détournée par un charme magique. Là, c'est exactement la même chose qui se passe. On a des plans très très serrés dans des décors qui oppressent le personnage, avec un antagoniste qui le poursuit, avec cette même thématique de couleur. Et on a un ensemble de petits éléments qui vont empêcher l'échappatoire en fait du personnage et créer une forme d'antagonisme très prononcé à la limite de la magie. Alors, on pourrait s'étaler des heures et des heures sur la différence entre le fantastique et la science-fiction, entre les super-héros et les sorciers, mais là, très clairement, on sent qu'il y a des choix artistiques qui sont présents. Est-ce que c'est une volonté connaissant Sam Raimi? Je ne pense pas, mais il y a très très clairement ici des inspirations qui sont inconscientes et qui sont tout à fait prégnantes dans le cinéma fantastique et de science-fiction du début des années 2000. Très clairement, et bien joué pour ton analyse. C'est vrai que maintenant je fais les liens, ça fait longtemps que je n'avais pas revu la saga Harry Potter, et j'ai même envie de dire que chez Sam Raimi et sa trilogie, il y a un véritable vocabulaire de caméra. Je m'explique. Notamment quand Spider-Man se balance. On est vraiment très proche du personnage, c'est-à-dire qu'on se balance avec lui, la caméra se balance avec lui, et je dirais que les soubresauts psychologiques du personnage, des drames qui le traversent, se sentent dans la manière dont sont filmés les balancements, les scènes de swing. Par exemple, on voit quand il commence à appréhender ses pouvoirs, par exemple, et qu'il commence à devenir le héros de New York, des balancements extrêmement dynamiques. Je rappelle, si vous en doutiez, que Spider-Man est un être de mouvement, il n'est pas inerte, il se balance, il est connu pour ça, il balance ses toiles partout dans New York et il fait des cascades. Eh bien, quand il est confiant, quand il est au mieux de sa forme, les balancements sont extrêmement dynamiques. Et je vous invite, à la suite de cette émission, non seulement à revoir la trilogie, mais à vous concentrer à ce passage-là sur le 2. Notamment le 2, tu l'as dit, c'est un moment où Peter Parker va mal psychologiquement et il se demande pourquoi il devrait continuer à être Spider-Man. Eh bien, les balancements sont extrêmement mélancoliques, ils sont extrêmement resserrés, ils sont extrêmement lents.
on sent qu'il n'y a aucune pêche dans le balancement de Spider-Man. Il se balance sans aucune conviction, et c'est bien évidemment voulu. Donc Sam Raimi parvient à faire du storytelling, y compris dans la manière dont le personnage se déplace. Donc effectivement, le dynamisme des poursuites que tu as... Les scènes d'action sont chouettes hein, dans ce film-là. Il y a vraiment un punch réel. Ce que j'ai apprécié aussi en parlant de punch, on peut parler de punchline, c'est que Spider-Man est souvent, surtout à l'ère moderne, à l'ère post-moderne maintenant, est souvent caractérisé par les blagues qu'il sort, par les punchlines qu'il sort. Et bien là, Sam Raimi n'en fait pas trop. Il en sort quelques-unes, mais ce n'est pas là-dessus que se concentre Spider-Man. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 50 punchlines par minute, comme c'est souvent le cas dans les Marvel actuels, et c'est appréciable avec le recul. Parce qu'il n'a pas... Tobey Maguire déjà est un excellent acteur, et il n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour en fait impressionner la galerie. Et puis ça nous rappelle aussi que Peter Parker est un nul. Je m'explique, c'est vraiment le stéréotype de nerd mal dans sa peau, universitaire mais qui a pas un rond, il pourrait presque bosser en sciences humaines. Et du coup, désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Non, c'est un scientifique, et ça aussi, la trilogie de Sam Raimi ne l'a pas oublié, et ça c'est bien. Mais c'est surtout que Peter Parker est constamment en galère, alors qu'il a un alter ego extrêmement fort, extrêmement puissant. Sa vraie identité de Peter Parker est constamment en galère, et la force du deuxième film, c'est de poser une question toute simple, à savoir pourquoi. Pourquoi Peter Parker devrait s'infliger le rôle de Spider-Man, alors que tout ce qu'il fait d'héroïque en tant que Spider-Man ressurgit de manière complètement catastrophique dans la vie de Peter Parker. Et ça, c'est extrêmement intéressant, puisque ce film nous rappelle, nous dit, peut-être plus que jamais, que Spider-Man n'est vraiment rien sans Peter Parker. Le vrai héros de ce film, et peut-être que le vrai méchant de Spider-Man 3 d'ailleurs, c'est Peter Parker quand il tombe dans le péché d'orgueil, et c'est Peter Parker quand il souffre, quand il est un nerd, qui n'a Spider-Man que pour sauver la situation 10 minutes. Mais les conséquences de ça, c'est qu'il va arriver en retard à ses rendez-vous, c'est qu'il ne va pas être présent pour ses amis, pour celles qu'il aime, et du coup, ça, pour moi, c'est un film qui parle de construction humaine, qui parle des drames de la vie quotidienne, malgré le fait qu'il soit super-héroïque, puisque, rappelez-vous, les scènes de Peter Parker sont parfois aussi dynamiques que les scènes de Spider-Man. Exemple, dans Spider-Man 2, la scène de la pizza, de la livraison de pizza. C'est sa dernière chance de garder son job, de livrer des pizzas. L'entreprise a pour objectif de livrer les pizzas en moins de 10 minutes, sinon on les rembourse. Il doit traverser une quinzaine de blocs pour aller livrer sa commande. Et il va devoir agir en tant que Spider-Man pendant quelques minutes pour sauver bien évidemment la situation. Et il va s'avérer que la scène où Peter se sert de son scooter puis court à pied pour arriver à temps est aussi épique dans la manière dont elle est filmée, dont elle est racontée, qu'un combat de Spider-Man. Donc, Sam Raimi n'oublie jamais que Peter Parker est à la racine de Spider-Man et que c'en est une prolongation permanente. Incroyable. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute après ça? Non, mais vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à revoir cette trilogie parce que je crois vraiment que Sam Raimi aime le cinéma. Et qu'il fait des expériences. On en avait parlé, hein. Sam Raimi, c'est notamment Evil Dead, et il y a vraiment un côté série B, je trouve, dans sa trilogie. Déjà par les costumes, on en avait parlé un petit peu, les costumes ne sont pas en CGI. Alors il y a des CGI qui par ailleurs ont parfois effectivement un peu accusé le passage des années, hein, mais c'est normal, on est au début des années 2000, quoique j'ai vu des effets spéciaux qui ont vieilli plus mal que ça. Oui. Mais effectivement, ça a un peu vieilli, c'est vrai. Mais les costumes sont faits main, j'ai envie de dire, ils sont designés, ce qui fait qu'il y a un côté très entier, il y a un côté très, très factuel au costume. Ça peut même passer, pour le cas du Bouffon Vert notamment, du Green Goblin, ça peut même passer pour une espèce de cosplay, mais en fait, avec le recul, même le costume du Green Goblin est extrêmement bien fait.
parce que on n'a pas ce côté artificiel, on a ce côté authentique, fait avec amour, fait par des mecs qui ont certainement vu les Strange Tales, les Tales of the Crypt, peut-être même les films de la Hammer, peut-être voilà tout ce côté un peu de briquet de broc finalement, Tout à fait. où on construit, voilà. Et je trouve que même dans les costumes, c'est une déclaration d'amour au cinéma qui a façonné ces personnes. Oui, parce que ce sont finalement des costumes extrêmement authentiques, malgré le fait qu'ils sont... malgré, non, c'est pas malgré. Ils sont très... encore une fois, il y a une manière de les éclairer, il y a une manière de les mettre en scène. C'est quand on... C'est un truc typique, un truc entre guillemets, oui, vraiment typique de la série B, c'est que on en est à utiliser... Parce qu'on n'a pas de moyens, par exemple, qu'on n'a pas la science de ce type d'effet, on en est à utiliser des choses de la vie quotidienne, des choses qui sont un peu faites en carton-pâte, et la manière de les éclairer, la manière de les cadrer, de les mettre en scène, va changer diamétralement la manière dont on les perçoit. Et je pense que c'est vraiment, encore une fois, une volonté d'authenticité de la part de Sam Raimi qui fonctionne très bien. À bien des égards, on pourrait croire que les costumes sont faits en CGI, notamment celui de Spider-Man qui est magnifiquement éclairé dans le deuxième opus. Je pense notamment à cette scène dans l'ascenseur avec Ouais. Ah, elle est si drôle en plus. avec Elle le est si type drôle. qui est incroyable. Enfin, cette scène est très significative, j'y reviendrai, mais cette scène dans l'ascenseur rouge avec ce plan fixe entre ces deux personnages, il croise un type dans l'ascenseur, un random qui reviendra pas par la suite, et son costume. Son costume est magnifique. Je trouve vraiment que cette scène est belle d'un point de vue éclairage, alors que effectivement le costume a été fait par un costumier qui a été primé plusieurs fois. James Acheson, qui a travaillé notamment avec Terry Gilliam sur Bandy Bandy. Exactement. Oui, c'est assez drôle. On se faisait la remarque hier. Ouais. Ce costume est beau. Ce costume est vraiment beau. Oui, et clairement. je trouve que c'est important de voir à quel point il change, à quel point il va être malmené, à quel point il va se déchirer. Alors si on veut faire une petite analyse un petit peu débile, parce que j'en ai marre qu'on fasse ce genre d'analyse, elle va évoluer en fonction de la construction de l'identité du personnage. Oui, c'est un peu vrai, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment une manière de considérer ce costume, de considérer ce masque, de retirer ce masque à moitié, mais en fait pas tant que ça, et qui va laisser voir finalement un personnage qui fait partie, je trouve, des plus authentiques finalement, parce que en termes de pouvoir, de capacité physique surdimensionnée, il fait partie de ceux, je trouve, en tout cas dans ce traitement du film, qui font qu'elles sont vraiment équilibrées. Comme tu le dis, le personnage de Spider-Man n'est rien sans le personnage de Peter Parker, de la même manière que le corps de Peter Parker n'est rien sans celui de Spider-Man. Et je trouve qu'il y a vraiment une belle balance qui est faite d'un point de vue purement cinématographique sur cette multiplicité des points de vue. Et justement, par rapport à ça, il y a un truc que Sam Raimi maîtrise parfaitement, et alors dans le 3, c'est là que ça pêche, justement, je trouve, mais pour les deux premiers, en tout cas, il a une maîtrise du rythme qui est incroyable. Dans le premier film, comme je vous l'ai dit, les éléments principaux de l'histoire sont posés en 10 minutes, voire même moins de 10 minutes. C'est-à-dire que Peter Parker devient Spider-Man, donc il est piqué par l'araignée, il est malade, et hop, il prend ses pouvoirs. Et de l'autre côté du miroir, Norman Osborn devient le Green Goblin en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, et après c'est fait, c'est calé, on a le gentil, le méchant, et ça va se taper par rapport à ça, et leurs arcs narratifs ne se rejoignent que à cette magnifique scène de Thanksgiving qui est magnifique dans le film, parce que je rappelle la grande valeur symbolique de Thanksgiving pour les Américains. C'est même à certains égards plus important que Noël pour eux. Alors chez nous, c'est une culture qu'on n'a pas, Thanksgiving, très clairement. Mais voilà, en fait, du côté familial et rassemblement de la famille, c'est essentiel, Thanksgiving. Et le fait d'avoir fait se côtoyer les deux antagonistes mortels
lors de cette soirée de Thanksgiving et d'avoir révélé le secret de Peter à son grand ennemi lors de cette soirée, lors de ce repas en tout cas de Thanksgiving, c'est très fort symboliquement de la part de Rémi, je trouve. Et puis surtout, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est la relation qu'il y a avec Harry et qui prouve au départ que Peter est complètement immature et qu'il a besoin de grandir. Pourquoi je dis ça ? Peter Parker est un jeune homme qui a été élevé dans un foyer où il n'y avait rien sinon de l'amour, énormément d'amour. Son oncle Ben et sa tante May lui ont transmis des valeurs. Au départ, c'est un véritable petit con, Peter, qui va agir en totale contradiction avec cette valeur-là et qui va se montrer égoïste, et c'est ce qui va entraîner la mort d'oncle Ben. Mais toujours est-il que Peter a été élevé dans un foyer plein d'amour, même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et Harry Osborn, c'est le miroir total de ça. Il a été élevé dans l'opulence, le fric et un manoir, mais il n'y a aucun amour, visible en tout cas, entre les deux hommes, entre le père et le fils. Son père lui parle comme on parlerait à un associé d'affaires tout au plus. Et dès les premiers instants de la relation entre Norman et Harry, on voit que quelque chose ne va pas. Et quand Norman rencontre Peter pour la première fois, alors qu'il n'est même pas encore tout à fait Spider-Man, on voit tout de suite qu'il y a une attirance filiale entre les deux, puisque Norman a l'air de se reconnaître dans ce jeune homme, qui est un scientifique talentueux, et vraiment, Peter Parker n'est pas capable, il n'a pas la maturité d'esprit de comprendre que ça fait du mal à Harry. Et c'est ça qu'il ne va pas intégrer tout de suite, et c'est ce qui va faire que leur relation au cours des 3 films va se détériorer de manière quasiment irréversible, à part évidemment à la fin du 3 où il va y avoir l'acte de rédemption et de pardon. Mais je trouve que Sam Raimi, en l'espace de quelques minutes, a cette capacité de poser des enjeux humains qu'il faut décrypter, mais qui, à l'aune de la trilogie au complet, quand on la regarde avec le recul, sont extrêmement bien construits. Oui, tout à fait, et c'est ce qui fait vraiment que la relation... Bon, déjà, il y a une alchimie entre les deux acteurs qui est claire et nette, et c'est ce qui fait, je trouve, la puissance de ce que tu disais tout à l'heure, à savoir du rythme. Un rythme qui est à la fois scénaristique, mais qui est aussi très présent en termes de montage. Le montage, c'est le même monteur sur les 3 films, c'est Bob Murawski. Bob Murawski qui commence sa carrière en 2002 avec le premier Spider-Man. C'est vraiment c'est sa première expérience répertoriée. Je trouve que c'est impressionnant, surtout quand on voit toutes les technologies qui sont mises en place pour faire ce film de super-héros. C'est un monteur qui finira en 2010 par avoir un Oscar du meilleur montage. Ce sera pour le film Des mineurs de Catherine Bigelow. Et il va avoir l'occasion dans sa carrière de monter plusieurs types de films. Ça va aller du film de super-héros en passant par le film fantastique avec Le Monde Fantastique 12 de Sam Raimi, encore une fois. Il va passer par Poltergeist en 2015, puis par Ben-Hur en 2016. C'est quelqu'un qui va avoir la possibilité de créer un rythme profondément entraînant, à la fois dans des séquences qui sont des séquences d'action au sens propre du terme, des séquences de combat et de course-poursuite, et qui sont a priori dans le top 3 des séquences compliquées à monter avec les scènes de sexe, et en même temps à créer un rythme avec des séquences qui sont beaucoup plus calmes. Et ça va aller de pair avec une direction d'acteur qui va être motivée par une construction des dialogues qui est extrêmement intéressante, notamment dans cette séquence de Thanksgiving qui est incroyable, qui est vraiment incroyable, qui est pleine de tension, et en même temps t'as envie de rire et tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer ? Et en fait tout va très vite et tout est fait avec une fluidité qui est presque chorégraphiée, ce qui atteint sa quintessence encore une fois dans le 3e film, parce qu'on a une scène de danse qui est très célèbre, qui est la scène du cabaret. Et Sam Raimi a une gestion de ces décors que je trouve très intéressante, qui est une gestion de la profondeur. Ce qui pour un décor, là pour le coup fait en grande partie en fond vert, qui ont pas très bien vieilli, mais bon écoutez, le film a 20 ans, hein, les films ont 20 ans à peu près. Il a quand même la possibilité d'instaurer une profondeur dans le mouvement qui est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Notamment dans les scènes de balancier, les scènes de chute aussi,
Ces personnages ont un gimmick Ouais. avec le fait de tomber dans des espaces très exigus et à travers des trous d'échafaudage, C'est vrai. à travers des trous Oui. à travers Oui. des fenêtres, Ouais. il y a quelque chose du fait de se glisser, du fait de se faufiler, qui est super intéressant dans cette gestion du rythme et qui permet de construire en fait aussi bien que les personnages qui sont des personnages à tiroir, avec plusieurs facettes très intéressantes qu'il va explorer à travers les 3 films, chacun de manière très impressionnante, je trouve, malgré le fait que on a un personnage principal qui est Spider-Man et d'autres personnages secondaires qui sont tantôt adjuvants, tantôt opposants. Chacun va avoir un petit peu de profondeur, comme tu l'avais dit au début, et cette profondeur se reflète, je trouve, aussi dans leur manière qu'ils vont avoir d'interagir avec les décors. Et je suis toujours extrêmement surprise par la manière dont un personnage va se glisser dans un plan qui n'est pas terminé sans que Sam Raimi ait besoin de couper. Comment il va réussir à créer quelque chose tantôt de très artificiel, mais de manière volontaire. Je pense par exemple à la séquence du 3e film où Spider-Man devient vraiment un produit commercial et une bête de foire dans la narration, où tout est staged en fait, il y a une scène et tout, où il fait son show, etc. Ça va être à la fois très artificiel et en même temps très naturel, très fluide. On va avoir des personnages qui vont passer comme ça simplement devant l'œil de la caméra et s'intégrer dans un décor de manière particulièrement intéressante. Et c'est rare dans le début des années 2000 de faire des films comme ça qui assument à la fois leur artificialité sans se départir de leur authenticité. C'est exact, et par rapport à tout cela, je trouve que c'est incroyable la manière dont il a filmé New York et les New-Yorkais. Il n'hésite pas à faire des témoignages en mode micro-trottoir, en filmant des citoyens, des simples citoyens lambda en plan fixe, pour nous rappeler que Spider-Man est un New-Yorkais, c'est le Friendly Neighborhood de New York. Il est vraiment proche de sa ville, il est vraiment proche des gens qui la composent, et il y a bien évidemment cette scène incroyable dans le 2, cette scène d'action où il est face à Doc Ock et où il va arrêter un train. Il le fait à visage découvert, dans une période où Peter Parker ne va pas bien, il est dans le doute, ses pouvoirs le lâchent de manière périodique, il est psychologiquement très affaibli, et il va se retrouver à devoir sauver les passagers d'un bus qui sont socialement, ethniquement, humainement tous très différents, hommes et femmes, et Peter Parker ne va pas hésiter à quitter son masque et à faire en sorte de faire une action complètement badass et complètement improbable en balançant toutes les toiles qu'il peut contre les immeubles pour ralentir le train. Et il y a cette scène absolument incroyable qui redonne la foi en l'humanité tout simplement, où Peter Parker est donc à visage découvert, il est évanoui, et en fait autour de lui, les gens remarquent que c'est un gamin qui a l'âge de leur gamin, et alors que n'importe lequel d'entre eux pourrait le dénoncer, ou du moins révéler sa double identité, ce que font les New-Yorkais, ce que font ces personnes, c'est lui rendre ce masque, et lui rendre sa légitimité d'être Spider-Man, sa volonté d'être Spider-Man, et je pense que s'il n'y avait pas eu cette scène-là, il n'y aurait pas pu avoir l'autre scène magistrale de la fin de Spider-Man 2, qui est peut-être le plus solide de la trilogie, cette scène où, plutôt que d'arrêter le méchant en lui tapant dessus, il va tout simplement lui parler, et il va lui parler en tant que Peter Parker, et lui rappeler les valeurs qu'il l'a transmises. Parce que ce qui est fort dans la construction des personnages, et notamment des méchants, c'est qu'autant on peut dire que Norman Osborn est finalement un méchant, pétri de haine, de rage, qui s'est vu retirer toute sa vie professionnelle, tous ses projets de recherche, et finalement qui est devenu fou. En revanche, Otto Octavius, dont on voit le code couleur d'ailleurs, tu as parlé de l'image, il y a aussi la grande importance des couleurs, pas seulement de la lumière, puisque je rappelle que lorsque Peter et Otto se parlent pour la première fois, l'un d'eux est en rouge et l'autre est en bleu, qui sont les couleurs emblématiques de Spider-Man. Mais c'est surtout que Otto Octavius n'est
pas un méchant de base, ce sont ses bras qui vont le rendre fou, ce sont ses bras qui vont le contrôler, ses bras mécaniques qui vont faire de lui Doc Ock. Alors oui, il fait des choses tout à fait répréhensibles, et ce n'est pas uniquement une victime à partir du moment où il se soumet totalement à ses bras pendant un temps, mais ce que je veux dire, c'est que Otto Octavius est un Peter Parker en puissance qui aurait grandi, et qui aurait grandi avec un certain bonheur. Il a la stabilité de la recherche, c'est un scientifique reconnu et apprécié, qui va normalement faire des avancées monumentales en termes de recherche sur la fusion. Il est heureux en amour, il est marié avec une très fort jolie femme qui a totale confiance en lui et en ses travaux. Bref, Otto Octavius est un homme qui a tout pour être heureux, et la science va s'emballer et il va devenir un super vilain emblématique. Mais le fait est qu'on retrouve un personnage absolument positiviste, et c'est Molina qui le joue, hein. L'acteur joue énormément, il est incroyable d'authenticité, cet acteur. C'est un positiviste qui croit en la science, qui croit en ce qu'il fait, et il va devenir un père pour Peter Parker, plus même que ne l'a été Norman Osborn, quasiment, et voire même plus que ne l'a été Oncle Ben, puisqu'ils parlent vraiment le même langage. Un langage extrêmement technique, un langage scientifique, mais un langage humain. Ce qui me fait dire que Doc Ock est peut-être l'un des méchants les plus complexes et les mieux construits de la trilogie, et peut-être même des films de super-héros. C'est osé ce que je dis, mais moi, c'est comme ça que je le ressens, d'autant plus que Sam Raimi, en termes de rythme et en termes d'image, est capable de passer en un seul cut d'une scène complètement horrifique à une scène totalement burlesque, et je pense notamment à ce fameux passage dans le 2, où il est question de retirer ses bras à Doc Ock. On y va à la tronçonneuse, et les bras se défendent, et là c'est le festival, c'est du Sam Raimi, époque Evil Dead, et époque série B, tout ce que vous voulez. Les chirurgiens se font littéralement démolir, si c'est pas démembrer, à l'écran, et alors que Otto n'est pas conscient, hein, c'est vraiment ses bras qui agissent, et le plan qui suit cette scène de massacre est fabuleux, puisque c'est totalement un plan qui pourrait faire penser à la grande époque de Boris Karloff, de Frankenstein. C'est totalement assumé, c'est totalement voulu, le personnage est construit comme ça, et encore une fois, Sam Raimi prouve ici qu'il est un très très grand cinéaste. Je voudrais profiter du fait que tu évoques le personnage de Molina pour évoquer ce thème qui est beaucoup plus présent que dans mes souvenirs, probablement parce que désormais je suis adulte et désormais je suis chercheuse moi aussi, qui est le thème de la recherche. Le thème de la recherche dans les 3 films. C'est un thème qui est présent dans pas mal de films de super-héros, beaucoup plus qu'on pourrait le penser. Je pense notamment aux personnages d'Iron Man ou aux personnages de Hulk, notamment, qui sont des chercheurs avant d'être des super-héros. Ici, nous avons une présence de la recherche à un stade embryonnaire. Peter Parker est encore à l'école, il est à la fac, il est plutôt bon, même s'il a un petit peu la tête en l'air, qu'il est souvent dans la lune. C'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la recherche et qui y est très doué. Et c'est quelque chose qu'on voit dans les 3 films. Et tu dis que dans le 2e, qui fait partie, enfin, qui je pense est mon préféré, parce qu'effectivement il est solide, hein, comme tu dis, il faut dire ce qui est. Le discours qu'il a pour convaincre le personnage de Molina, c'est un discours qui peut être perçu quand on est enfant pour le grand discours du héros qui le résonne en mode mais non, tu n'es pas comme ça, pour parfois faire son devoir, il faut renoncer à ses rêves. C'est un discours scientifique. Oui, c'est un discours scientifique. Le Le discours scientifique est très prononcé dans le 2e film, plus que dans le premier et dans le 2e, même si vraiment il a vieilli. Vraiment, vraiment. Il a vieilli. Je pense à cette séquence devant laquelle j'ai hurlé quand je t'en ai parlé. Le moment où le personnage d'Otto présente le personnage de Rosalie, qui est donc sa femme à Peter, on voit très clairement qu'il y a la mise en place quand même d'un cliché, le scientifique qui est avec la poétesse, qui est donc Rosalie, elle est fan de poésie. Il y a une très belle phrase qui est suivie par une phrase complètement pourrie, où il dit
il avoue que malgré le fait qu'il est un grand scientifique, la littérature est complètement absconse pour lui, et que c'est sa femme qui lui explique la littérature, et que la littérature est aussi compliquée que les sciences expérimentales. Ce que je trouve très beau, parce que je suis d'accord avec l'idée, pour finalement dire que voilà, si tu veux séduire une femme, faut lui dire de la poésie. Bon, là t'es bien un mec en sciences expérimentales, mon pote. Bon, bref, toujours est-il que le traitement de la science, en particulier dans le deuxième opus, est super intéressant, parce que on voit plus que dans les deux autres opus qui cernent celui-ci, une science qui est bancale, une science qui donne à la fois la possibilité d'être le roi du pétrole et dont l'équilibre finalement ne tient qu'à un fil. Et vraiment, dans le deuxième opus, et bon là ça va être le moment un peu triste du podcast, on voit dans cet opus la science faiblir, mais aussi la science emporter avec elle le scientifique. Octavius décide de se suicider, très clairement, à la fin, pour détruire l'espèce de gros machin là qu'il a créé, en disant « je ne veux pas mourir en tant que monstre ». Et donc il se suicide et il noie donc cet élément. Et finalement, ce qui l'emmène, c'est, donc pour l'enfant que j'étais alors quand elle a vu Spider-Man, c'est la source de son pouvoir, c'est le méchant, quoi. C'est le méchant qui meurt et qui tombe avec sa méchanceté, l'orbe de sa méchanceté, si on veut. Et pour la chercheuse, c'est la recherche qui tue le personnage, qui l'emporte avec elle. Cette recherche qui fait partie de lui, qui lui a donné du pouvoir, qui lui a donné la possibilité d'obtenir du pouvoir et de la notoriété, et qui finalement finit par le tuer. Et je trouve que c'est super intéressant de traiter la recherche de cette manière-là, parce que maintenant que je suis chercheuse, je peux dire que c'est vrai. Je peux dire que, avant tout, les super-héros, ici, sont traités comme des scientifiques et des objets et des sujets de science, des cobayes. Et là où c'est très intéressant dans le deuxième opus, c'est qu'on a dans un premier lieu Octavius, qui est le scientifique qui va donc propulser l'idée scientifique en question qui va être défendue, donc la révolution de la fusion. Et ensuite, quand il y a cette scène dans l'hôpital, Octavius devient à son tour un cobaye de la recherche. Et il refuse d'être un cobaye de la recherche. On a ce nom horrible quand le personnage hurle à la fin dans cette scène alors que tout est un champ de bataille. Il est devenu objet de recherche, à la fois parce qu'on a voulu lui enlever ses bras articulés, et à la fois parce qu'il devient le cobaye de ces fameux bras articulés qui peuvent refléter sa conscience, qui peuvent refléter tout ce que tu veux. On peut mettre plein de qualificatifs possibles, mais surtout c'est un méchant qui n'est pas masqué. Et je trouve ça super intéressant. Exactement, et si tu veux, pour moi ça fait écho, même si effectivement comme tu le dis dans le 2 c'est plus, mais ça fait quand même écho au premier, puisque je rappelle que Norman Osborn, qui est enragé d'avoir vu ses budgets coupés, va se servir lui-même de sa propre formule. On retrouve ce côté Dr. Jekyll et Hyde, on retrouve ce côté effectivement de la science qui dégénère, pensée comme étant bénéfique. Alors là, bon, le projet de Norman Osborn est réservé aux militaires, donc est-ce que c'est bénéfique ou pas? Ça c'est un vaste débat, mais en tout cas, de la science qui devait apporter une amélioration à quelque chose. Et à partir du moment où Norman Osborn va s'injecter lui-même, se faire inhaler à lui-même le gaz qui va engendrer le poumon vert, ça va devenir catastrophique. Et d'ailleurs, qui est le premier mort, le tout premier mort des mains de Norman Osborn? C'est le scientifique raisonnable, c'est son collègue qui plébiscitait largement le fait qu'il fallait attendre avant les tests sur les humains, et au nom des capitaux, par la peur de perdre son statut, de perdre ses budgets, Norman est allé au-delà de tout protocole de recherche, au-delà de tout réseau, au-delà de toute norme de sécurité, et celui qui en fait le premier les frais à part lui-même, eh bien c'est son collègue scientifique qui va disparaître de la narration comme un rien. Voilà. Donc il y a une dimension assez grinçante de la recherche en fait. Et c'est vrai que quand on est chercheur, que ce soit en littérature ou pas, c'est vrai qu'on est sensible, tu as raison, à cette dimension-là. L'idée que d'une certaine manière, la recherche a
échoué quelque Voilà. part dans sa dimension améliorative. Tout à fait. C'est vrai. Il y a vraiment un côté, la recherche en fait dépend de capitaux, dépend de l'argent, et c'est quelque chose qui est très très présent, beaucoup plus qu'on pourrait le croire, notamment dans dans le deuxième opus, où Octavius veut aller jusqu'au bout de l'expérience, et Harry, donc qui a pris la place de son père, lui dit non, faut que t'arrêtes, c'est moi qui mets de la thune, c'est moi qui prends les décisions, tu arrêtes. Et la première chose qu'il dit quand Octavius fait à moitié péter le bâtiment dans lequel se passe l'expérience, quand tout le monde sort, Ouais. première chose que Harry dit, c'est pas je suis vivant, Je c'est je suis suis ruiné. ruiné. Je suis ruiné. Le Ouais. personnage d'Harry est ici symbolisé, comme son père d'ailleurs, hein, par ce scientifique qui se préoccupe de l'argent. Mais quand t'es chercheur, ce que tu comprends, c'est pas de la thune qu'on se préoccupe. C'est de la recherche, parce que ça veut dire que s'il est ruiné, il peut plus financer de recherche. Et c'est un scientifique. Alors Harry moins que son père, et moins que Peter, et moins que Otto, mais on a cette idée vraiment de la recherche qui fonctionne avec de l'argent, et que si l'expérience a le malheur de foirer, l'argent est perdu. L'argent est perdu. Et c'est pour ça que la première action de Doc Ock, dans cette scène assez magistrale de la banque d'ailleurs, hein, qui a beaucoup de symbolisme et qui, en termes de rythme et d'image, est incroyable aussi. Oui. C'est pour ça que sa première action, c'est d'aller piller une banque. Encore une fois, en termes de costume, il est limite en costume de mafieux, au-delà de ses bras, qui fait quand même penser à un bon vieux film de gangster, et c'est génial. Surtout que je crois qu'il a un cigare à ce moment-là. Oui. Enfin, c'est magistral. La première action d'Otto, c'est d'aller piller une banque, mais à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire, il prend les sacs de sous et il les fout dans un camion. C'est vraiment à l'ancienne, quoi. C'est vraiment un braquage à l'ancienne. Oui. Et Voilà. cette scène Et, est incroyable, parce que tu te dis, mais en fait, on est prêt à tout. Enfin, les personnages sont prêts à tout pour faire de la recherche, pour financer la recherche. Et c'est là que tu te dis que quand tu extrapoles un petit peu, les super-héros sont issus de ratage de la recherche. Oui, ce sont des monstres de Frankenstein. D'ailleurs, rappelle-toi, dans le premier film, le fait que l'araignée ait disparu, l'araignée qui va piquer Peter par la suite, c'est pas un drame en fait. Hein. La laborantine, la jeune femme qui répond à Mary Jane, qui lui dit « Ah bah il en manque une. Oui, bah on doit être en train de l'étudier quelque part. » En fait, personne ne s'est jamais préoccupé de ce qui se passerait si cette araignée génétiquement modifiée piquer un humain. Personne n'a même fait l'hypothèse que ça pourrait arriver, et on a perdu un spécimen, mais bon, il est quelque part, quoi. Alors qu'en fait, elle est au plafond et qu'elle a piqué quelqu'un. Donc ouais, il y a une... c'est vrai que c'est assez prégnant dans ce film, et ça permet d'évoquer un deuxième thème, qui est le rapport aux figures paternelles, le rapport à l'autorité, notamment l'autorité professorale. Il y a Connors qui est assez secondaire, mais comme on l'a dit, tous les personnages secondaires sont importants, ils ont tous une personnalité, même le plus simple des chauffeurs de bus chez Sam Raimi a une personnalité. Connors a vraiment ce côté... Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas la mythologie de Spider-Man et les comics, Connors, c'est à l'origine le personnage qui va devenir le lézard, un autre grand ennemi de Spider-Man, qui n'est donc pas évoqué du tout dans la trilogie, mais qui sera évoqué plus tard, notamment chez Mark Webb, pour sa propre version du personnage. Mais c'est aussi Connors, un scientifique, qui va devenir un super vilain. Là, pour le coup, effectivement, chez Ramis, ce n'est pas du tout évoqué, mais il a deux rôles. Il a d'abord le rôle de vraiment de réprimander Peter quand sa vie de Spider-Man, sans qu'il ne sache évidemment qu'il est Spider-Man, mais quand sa vie de Spider-Man va prendre le pas sur les études de Peter et faire en sorte qu'il soit limite recalé. Et il a aussi cette dimension, c'est le premier qui, dans le 3, l'avertit de la dangerosité du symbiote, qui semble attiré donc par Peter. Et donc il y a Connors, il y a évidemment Norman Osborn, qui va voir en Peter un côté fils prodigue,
Et il y a effectivement Otto Octavius, qui est peut-être le plus touchant de tous, on vient de le dire, on a largement développé, mais qui effectivement va prendre cette dimension fortement paternaliste avec Peter Parker, une dimension paternaliste qui va totalement retrouver au moment de sa rédemption finale. Ce que je veux dire, et ça c'est quelque chose qui en tant que chercheur m'a marqué, ce n'est pas le cas pour nous tous et nous toutes, mais moi ça a été le cas. Il se trouve que les professeurs qui ont encadré ma carrière universitaire ont été très importants pour moi, ont été très importants dans le développement du chercheur que je suis devenu, et dans le développement même, j'ose le dire, de l'être humain que je suis devenu. Il y a eu des gens dans ma carrière universitaire, s'ils ne m'avaient pas poussé, s'ils ne m'avaient pas correctement encadré, s'ils ne m'avaient pas encouragé à poursuivre un exercice aussi difficile que l'est la thèse, eh bien, peut-être que je n'en serais pas là aujourd'hui, et je suis reconnaissant envers ces personnes. Et le plus drôle, j'en parlais tout récemment, il y a 6 ans, depuis le 8 décembre, que je suis docteur, et il se trouve qu'il y a eu un homme en particulier qui m'a énormément influencé dans ma carrière, et il se trouve que c'est un scientifique, c'est un astrophysicien, c'est Roland Lehoucq, qui a fait partie de mon jury de thèse, alors même que la base de ma thèse, c'était un aspect très littéraire, mais ma thèse a toujours essayé de cumuler plusieurs approches, des approches de sciences dures et des approches de sciences humaines, et il s'avère que, bizarrement, c'est d'un scientifique dont je me sens le plus proche, même si j'ai toujours apprécié mes mentors médiévistes. Ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, et pour nous, en tant que chercheurs et chercheuses, du coup, la relation qu'a Spider-Man avec ses profs est particulièrement touchante parce que oui, quand vous êtes chercheur, la relation avec les gens qui vous encadrent est essentielle. Rappelez-vous que être chercheur, c'est connaître parfois de très très grandes périodes d'isolement, de doute et des périodes difficiles. Et c'est très important d'avoir des mentors, d'avoir des collègues qui vont vous pousser, qui vont se servir de l'expérience qu'ils ont acquise au fil des années pour vous pousser à continuer. Et c'est exactement ce qui arrive à Peter, puisque ce sont les conversations avec ses profs qui vont le pousser à rester Spider-Man et à devenir un meilleur Spider-Man et par là même un meilleur Peter Parker. Et tu dis justement que ce qui est important, c'est d'être entouré, et je pense que c'est le moment de revenir sur le personnage de Mary Jane. Le personnage de Mary Jane pourrait être considéré comme problématique. Il est vrai que la manière de considérer les personnages féminins dans la trilogie a un petit peu vieilli. Cependant, le personnage de Mary Jane est un personnage très intéressant et très fouillé. Il faut le faire, je vais donc le faire. Le personnage de Mary Jane a tout autant de possibilités, d'être un super-héros, d'être une super-héroïne que le personnage de Peter, puisque elle aussi a plusieurs identités, si je puis dire, puisque c'est une comédienne. Alors, elle ne va jamais se masquer, mais c'est un personnage qui va incarner plusieurs rôles, et c'est un personnage qui, peu à peu, devient aussi une adulte. Et elle, pour le coup, c'est un personnage qui commence avec des relations extrêmement conflictuelles avec sa famille, notamment avec son père, quelque chose qui va la marquer profondément, y compris quand elle va commencer à avoir des obstacles dans sa carrière de comédienne. Et c'est un personnage qui va endosser énormément de rôles de son côté. Et avec les difficultés que ça implique. Donc c'est pas une scientifique. Et pourtant, Sam Raimi va aller plus loin en considérant le duo Mary Jane Peter. Il va aller plus loin qu'en considérant le duo, par exemple, Rosalie Octavius. A contrario de Rosalie, le personnage de Mary Jane n'est pas la side girl hyper mimi qui va être utilisée comme un objet, qui va être utilisée comme un objet de kidnapping pour attirer le personnage de Peter. Ça va bien sûr être le cas, mais ce n'est pas que ça. Il y a un petit rappel que je trouve très drôle à un moment donné, je crois que c'est dans le 2, elle joue un personnage de l'époque 18e, et ça m'a rappelé le personnage qu'elle joue dans Marie-Antoinette, qui n'est pas réalisé à ce moment-là, puisqu'il est réalisé plusieurs années plus tard, le Marie-Antoinette de Coppola. Et du coup, ça m'a fait beaucoup rire. Mais bref, c'est un personnage qu'on voit énormément sur scène, c'est un personnage qu'on voit énormément dans les loges, c'est un personnage qui est en perpétuelle reconfiguration. Et j'ai trouvé super intéressant que dans le 3e, qui n'est pourtant pas le plus aimé, il y ait
ces deux personnages, Mary Jane et Peter, considérés comme des êtres humains, qui sont en train de choisir leurs priorités dans la vie. Et à chaque fois que le personnage de Mary Jane traverse des obstacles dans sa carrière, dans la réalisation de ses rêves, dans la réalisation de sa vie, dans la réalisation de la signification et du sens de sa vie, le personnage de Peter Parker se met à sa place avec un principe qui est louable au premier abord. Hein. Il lui dit « mais moi aussi, je sais ce que c'est avec Spider-Man, etc. » Mais il ne se met pas vraiment à la place de Mary Jane et il n'écoute pas ce qu'elle a à dire, alors que s'il écoutait un petit peu, il comprendrait que, oui, ils ressentent à peu près la même chose, mais qu'ils n'ont pas du tout la même manière de réagir par rapport à cela. Et alors que le personnage de Peter est soutenu en permanence par un certain nombre de personnages autour de lui, sa tante, ses amis, Mary Jane elle-même, Mary Jane est un personnage qui évolue, alors je sais pas si c'est le cas dans les comics ou pas, c'est un personnage qui évolue seul. Le seul personnage qui la soutient, entre guillemets, c'est le personnage d'Harry qui lui envoie des fleurs quand elle va au théâtre. Bon, voilà. Ce que je trouve intéressant, c'est que, donc encore une fois, c'est un personnage qui n'est pas masqué, mais c'est une héroïne, elle aussi, puisqu'elle va prendre un certain nombre de décisions qui sont pas faciles et qu'elle va les assumer avec pas plus de maturité que Peter, mais une maturité différente. Une maturité qui est construite sur le fait que c'est un personnage qui sait se débrouiller seul, qui sait se débrouiller à la fois avec l'attention d'un public, puisque c'est une comédienne, et sans l'attention d'un public. On voit de temps en temps passer une amie qui n'est pas tout à fait identifiée, qui vient la voir dans les 3 films d'ailleurs à ces spectacles. On voit passer un amant qui va aller pour devenir son mari, mais finalement elle ne va jamais aller à l'hôtel. C'est un personnage qui va plus loin que la gonzesse qu'on va sauver parce que c'est le super-héros, etc. C'est un personnage qui a de la substance, qui est magnifiquement interprété par Kirsten Dunst, je trouve, qui est vraiment magistral. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant que ce soit une comédienne qui soit présente dans l'atmosphère émotionnelle de Peter, et pas seulement en tant que « ah, c'est ma gonzesse, ah, c'est mon crush ». Il y a un pouvoir, une énergie qui est vraiment présent dans les 3 films et qui va avoir un impact extrêmement fort sur les pouvoirs de Spider-Man, qui est le pouvoir de l'amour. Quand il commence à perdre ses pouvoirs, on sent que ses pouvoirs sont intimement liés aux relations émotionnelles qu'il va avoir avec d'autres personnages, et en particulier avec Mary Jane. Et ça, encore une fois, ça va au-delà du « oh là là, on l'enlève, du coup, je vais me servir de ma rage pour retrouver mes pouvoirs ». Non, ça va plus loin que ça. Il y a quelque chose de vraiment très fort sur l'amour que l'on ressent pour quelqu'un. Que ce soit l'amour que Peter ressent pour son oncle, que ce soit l'amour qu'il ressent pour sa tante, que ce soit l'amour qu'il ressent pour ce crush, que ce soit l'amitié qui est une forme d'amour qu'il ressent pour Harry, ou encore cette forme d'admiration qu'il ressent pour ses profs. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très très bien traité, sans pour autant tomber dans la glamourisation de relations qui sont pas forcément équilibrées, tu vois. Tout à fait. Et ce qui me semble aussi très fort avec le perso de Mary Jane, c'est que, à mon sens, elle évolue plus vite et plus fort que Peter. Dans le sens où la première de leurs grosses scènes, dans le premier film, ils sont dans le jardin, c'est-à-dire à l'abri des regards et des oreilles indiscrètes. Au départ, elle semble assez superficielle, dans le sens où elle est avec... je crois qu'elle est maquillée avec Flash au départ, Flash Gordon. Ouais. Et elle est assez superficielle, c'est-à-dire qu'elle semble attirée par les grandes voitures. Bref, elle peut sembler au départ assez superficielle. Mais comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus complexe que ça. Déjà parce que on sent, on comprend, on entend les hurlements qui émanent de chez elle, on sent que sa famille, tout au moins son père, ne lui accorde non seulement aucune attention, mais surtout aucun amour, puisqu'il lui gueule dessus. Et quand Peter assiste à cette scène, on a l'impression que le personnage regarde les choses pour la première fois, et en fait, je pense que ce qui fait changer le regard de Mary Jane au départ, envers Peter, c'est que Peter est le premier personnage à lui manifester un réel soutien. Quand elle lui avoue qu'elle veut devenir actrice,
Peter, plutôt que de la juger, est dans l'encouragement le plus total. Et au cours de la trilogie, Mary Jane évolue plus vite que n'évolue Peter, puisqu'elle finit par être à Broadway, même de manière éphémère. Elle devient une petite étoile montante de la scène. Et surtout, comme tu l'as dit, elle se débrouille toute seule, mais surtout, le gros problème de Peter dans le 3e film, c'est qu'il va sombrer dans le péché d'orgueil. Le seul moment où Peter arrive à être courageux, arrive à être ballsy, et on pourrait reparler du personnage de Jameson qui est juste incroyable, désopilant dans cette saga, il devient ballsy avec Jameson et méchant avec Eddie Brock à partir du moment où le costume noir entre dans sa vie et affecte son psychisme. Et la pire des actions commises par Peter dans le 3e film, ce n'est même pas d'avoir fait virer Eddie Brock, qui est un connard vaniteux. Ce n'est même pas d'avoir quasiment tué son meilleur ami en lui faisant exploser l'un de ses engins au visage. C'est peut-être de se servir de Gwen Stacy, mais littéralement de se servir d'elle, comme d'un objet, comme d'une poupée sexualisée, pour rendre complètement verte de jalousie Mary Jane. Il se comporte comme le dernier des connards dans une scène de cabaret qui est pourtant exceptionnelle, une scène où Tobey Maguire cabotine, mais au paroxysme, avec ce fameux notamment morceau de piano incroyable qui se tape juste pour séduire la fille. Peter Parker est un infect connard dans cette scène, à tel point qu'il comprend qu'il est allé beaucoup trop loin et il va prendre la décision de se débarrasser du costume noir à partir du moment où il franchit la ligne rouge et où il frappe, même accidentellement certes, mais il la frappe néanmoins, Mary Jane. Et là, il va se rendre compte que vraiment, il a atteint le point de rupture. Il a sombré totalement dans le péché d'orgueil, un péché dont Eddie Brock ne va jamais se relever. Il va totalement fusionner avec le symbiote. Et ce mec, quand il va prier à l'église, n'a qu'une volonté, c'est de demander à Dieu de tuer Peter Parker. Et le côté spirituel de cette scène est très très fort, puisqu'on a un personnage qui va atteindre sa rédemption, qui va faire sa traversée quasiment christique du désert, tandis que Eddie Brock va totalement sombrer dans un pacte totalement vaniteux et égoïste, dans un pacte avec le diable, un pacte avec le symbiote, et il va devenir Venom qu'on va finalement voir très peu. Il faut savoir que l'une des raisons pour lesquelles le 3e film n'a pas été très apprécié, c'est qu'on a eu l'impression, et avec raison d'ailleurs, que Venom avait été pas mal expédié, puisqu'on le voit relativement très peu. Eddie Brock devient officiellement Venom, alors qu'il reste 34 minutes de film, sur un film qui en fait de plus de 2 heures. C'est surtout qu'il faut savoir que Sam Raimi a subi énormément de pression dans ce film-là, pour mettre Venom à tout prix, par les producteurs, par les fans, alors que lui-même n'appréciait pas spécialement le personnage de Venom. Donc, ça explique aussi pourquoi il n'est pas super bien traité dans le film, mais n'empêche qu'il en a fait du Sam Raimi. Il en a fait la vision que lui voulait avoir. C'est-à-dire un personnage d'Eddie Brock totalement vaniteux, lui aussi c'est un connard fini, c'est vraiment Peter Parker au sens le plus sombre du terme. Rappelez-vous, il y a une scène où Gwen Stacy, donc sa copine, se retrouve pendue à un immeuble, elle va tomber, et lui, sa seule préoccupation, il a l'empathie d'une porte blindée, sa seule préoccupation, c'est de prendre une photo de sa copine qui va se casser la gueule et mourir, et il croise son père qui est flic, il lui dit, écoutez, je sors avec votre fille, dans le plus grand des calmes, alors qu'il est gentiment en train de prendre une photo de la fille qui va se casser la gueule. Et Eddie Brock est un personnage détestable en tout point, et en fait, sa méchanceté, sa vanité va ressortir totalement sous les traits de Venom, et c'est un point tel d'ailleurs qu'il va préférer mourir avec le costume plutôt que de changer de comportement. Mais toujours est-il que, et c'est toujours lié à Mary Jane en fait, toujours est-il que je trouve que le traitement de Mary Jane, certes, a vieilli, mais tout de même, ça n'empêche pas que le personnage soit quand même extrêmement écrit. Parce que c'est elle qui, la première, va dire à Peter qu'il déconne complètement, en fait. Et Peter, et il y a cette scène, dans le 3, il y a cette scène incroyable. Je vous conseille de la regarder en VO, parce qu'elle est encore plus drôle en VO. La scène du restaurant. La scène du restaurant. Il va rentrer dans un restaurant français, donc d'ailleurs dans la VO, le serveur lui parle en français, et sa grande préoccupation,
à Peter, c'est de demander Mary Jane en mariage, avec cette fameuse bague symbolique que Ben Parker a offert à sa tante à l'époque. Voilà, il veut attention que tout soit parfait, que tout soit sur le volet. Bref, c'est le côté romantique, le côté presque niais, pourrait-on dire. Il se répète le discours, il anticipe, croit-il, les réactions de Mary Jane, et il n'a aucune conscience à ce moment-là, mais alors aucune, du fait que Mary Jane n'est pas du tout dans le mood, qu'elle souffre, qu'elle essaie de lui parler, et lui, il est complètement con, il est complètement dans sa bulle, il ne parle que de lui, il ne l'écoute absolument pas, et là c'est du grand Rémi, c'est merveilleux, il y a Gwen Stacy qui débarque en mode coucou, alors que la scène d'avant, ou quelques scènes avant, elle a roulé une pelle à Spider-Man, sous les yeux de Mary Jane avec le plus complet consentement de ce dernier. Elle a roulé une pelle à Spider-Man, et en fait, Peter ne comprend absolument pas, mais pas une seule seconde, en quoi ce baiser volé peut poser un réel problème à Mary Jane Watson. Donc la quintessence de l'imbécilité de Peter Parker est contenue dans cette scène qui est magistrale. Voilà. C'est très drôle d'ailleurs parce que moi, alors j'ai vu les 2 premiers en VO et j'ai revu le 3e en VF. Et en VF, le serveur lui parle en italien. Oui. Et c'est très très drôle. C'est très très drôle, je trouve, de considérer que le romantisme, selon le pays où on se trouve, n'est pas matérialisé par le même pas du tout, exotisme. Parce qu'il lui dit ouais. littéralement « Ah, je suis romantique, c'est mon côté italien, frérot. Qu'est-ce que tu dis ?» Alors que dans la VO, il lui dit « Je suis français ». Il lui dit « Je vous comprends parce que je suis français ». C'est merveilleux. Donc, c'est merveilleux. Et au départ, toujours dans la VO, Peter lui dit excusez-moi, je ne parle pas français. Oui, mais vous êtes dans un resto français. Donc, en gros, faites un effort. Même là, il est con, en fait, Peter. Non, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et je trouve aussi que c'est peut-être le moment de faire un petit passage doublage. Le doublage du film est incroyable. Et je pense que ça a trait au fait que, tu le disais au début de l'épisode du podcast, les acteurs et les actrices qui ont été castés pour la trilogie sont des acteurs et des actrices qui, certains, viennent du théâtre, comme par exemple Molina, et qui ont une expressivité qui est considérable, notamment le personnage de Jameson, qui est donc interprété par J.K. Simmons, qui est incroyable, qui est lui-même aussi doubleur dans les séries d'animation. Il double ce personnage d'ailleurs dans... je crois que c'est dans Les Simpsons, parce qu'il fait une apparition dans Les Simpsons. Il a fait un certain nombre de doublages. Le dernier en date, c'est Baldur's Gate 3, où il double le général Keith Thorne. Et vraiment, c'est un personnage qui est extrêmement expressif, et tous le sont. Et je trouve que ça se prête vraiment pour le coup au doublage, parce que, à part quelques rares moments, le doublage est pas dégueu en fait. La VF de Spider-Man est pas dégueu vraiment du tout, bien. Alors j'ai pas revu en VF et en VO à chaque fois parce que mine de rien ça prend du temps. Mais oui. C'est drôle même en français en fait. C'est vraiment drôle même en VF, et ça a trait au fait que les dialogues sont pour le coup super bien écrits. Et tu disais tout à l'heure que Spider-Man, c'est pas un personnage de punchline, comme peut l'être par exemple le personnage de Deadpool. Oui. Les punchlines, les scènes de dialogue incroyables sont laissées en conséquence aux personnages entre guillemets secondaires, ce qui en fait des personnages extrêmement charismatiques. Et je trouve que ça fait vraiment tout le sel de cette trilogie. Oui, et puis ce qui prouve ça, c'est que certaines scènes de cette trilogie sont encore aujourd'hui des enjeux de mèmes sur Internet. Mais oui, tout à fait. Jameson. La scène, voilà, le rire de Jameson, c'est très très souvent utilisé par des vidéastes pour souligner le côté burlesque d'une situation, ridicule d'une situation, et ça marche. Pareil, incroyable. La scène. C'est un acteur incroyable. Pareil, la scène entre Harry et Peter dans le 3, où Harry a retrouvé la mémoire, il commence à vouloir détruire Peter, et où il lui avoue que... Enfin, il lui avoue, sans lui avouer, bien sûr, il est manipulé, mais il lui avoue que, voilà, Mary Jane sort avec lui. La scène du restaurant, la scène du bar, où ils sont tous les deux, c'est un enjeu de même incroyable. Souvenez-vous, cette scène, elle a été déclinée en plein de gags, et pour moi, c'est la preuve que cette trilogie a survécu au passage sur les réseaux, elle a survécu à beaucoup de choses, et c'est la preuve d'une écriture parfaitement maîtrisée,
jusque dans les personnages. Oui, elle est très cartoonesque et justement tu parles de l'écriture des personnages. Je pense que voilà, on peut évoquer justement la transition des personnages de l'âge adolescent vers l'âge adulte. Bon, Oui, qui est avec fait la de puberté. manière un peu téléphonée dans le 3 et je pense que ça fait partie des arguments qui ont permis à ses détracteurs de le descendre. Oui. Bon, bah voilà, très clairement, notre ami Peter Parker dans le 3, avec son col dans les yeux et sa mèche devant les yeux, c'est Gérard Way de My Chemical Romance. Bon, écoute, voilà, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté émo, un côté je vais me rebeller contre la société, alors que mec, tu es déjà un personnage marginal dans Ouais, cette société-là, tu changes juste de marginalité pour t'accorder à la marginalité qui est sexy. Qui C'est est ça. celle du méchant, du mafieux et tout, du mec violent. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de traiter pour Sam Raimi ces deux marginalités. On a la marginalité du geek, du gars qui fait... On a la marginalité du geek, on a la marginalité du type qui est maladroit, qui a des lunettes et tout, on a la marginalité de l'intello de la classe. En fait, il en cumule plein. C'est ça, c'est ça. Et là, il y a cette dernière marginalité qu'il fallait traiter. Il faut passer par là. C'est cette marginalité du personnage qui va devenir violent, du brin ténébreux qui donne cette scène C'est de le- cabaret qui... alors, j'ai pas vérifié, mais il me semble que c'est intérieur. Enfin, faut que je vérifie, mais ça m'a donné l'impression de la scène de la princesse et la grenouille avec vrai. le mec vaudou, là. C'est Ouais, vraiment ouais. ce thème-là, c'est vraiment... Il y a quelque chose de très burtonien, en fait, dans cette scène Ah de oui, complètement. cabaret. Ça m'a fait penser à... Comment s'appelle ce vilain de chez Burton? Oogie Boogie, voilà. C'est Oogie vraiment Boogie, ouais. ce côté un Ah petit peu, oui. tu vois, cabaret à côté, je vais te gangréner, en fait, et je suis possédée par quelque chose. Le personnage de Oogie Boogie dans Tim Burton, c'est ça. C'est une coquille vide qui est pleine de vermine. C'est ça. Ce n'est pas du tout scripté ce que je viens de dire. Je suis en train de me dire, ouais, j'ai fait ça. Mais oui, parce que concrètement, on a ici le... C'est assez paradoxal en un sens, mais je trouve au contraire que c'est très intéressant. On va avoir d'un côté un Peter Parker qui est une coquille vide, et en même temps, on va avoir d'un côté un Peter qui est en train de se remplir, entre guillemets, qui est en train de devenir un personnage entier, qui est en train de devenir pas tant un personnage qu'il veut que l'on soit, mais un personnage qui est en train de se façonner en expérimentant. C'est une nouvelle forme d'expérimentation. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est des expérimentations scientifiques, mais il expérimente en draguant Social, en le tout personnage de Stacy, c'est ça? Gwen Stacy. Ouais, Gwen Stacy. Il expérimente différents coachs parce qu'en fait, il a eu que Mary Jane à ce moment-là. Donc évidemment, Oui. il se dirige vers d'autres personnes. Et cette progression est intéressante parce que Sam Raimi, qui est donc le réalisateur des 3 films, donne l'occasion à ces personnages de répéter des scènes qui étaient présentes. On a bien sûr la scène du baiser inversé qui est présente dans le premier et dans le 3e, mais on a aussi la scène toute simple de ce travelling arrière de Peter qui marche dans la rue, tu sais, qui essaye, cette scène un peu guirette où il marche, il se dandine et tout, et les autres personnes se retournent sur lui. Oui. Et donc c'est dans le premier Oui, film, oui, il se oui. casse la gueule, et il finit par remettre ses lunettes, je crois. Et dans le 3e film, on a un côté beaucoup plus badass, beaucoup plus... Enfin, c'est très macho, en fait. T'as les nanas qui se retournent sur lui. Ouais, Et donc, le fait que cette scène ne soit pas uniquement une scène macho, une scène un peu dark, ténébreuse, mais que soit un rappel de l'évolution du parcours initiatique du personnage de Peter, la rend intéressante. Tu vois, c'est pas une scène qu'on pourrait enlever, c'est un rappel qui fait passer la scène pour drôle, du coup, puisque c'est un rappel très comique de répétition, Sam Raimi, hein. Et ça montre la progression du personnage. Et ça prouve surtout que la progression d'un personnage en termes d'identité, c'est pas parce que t'es dans un film avec un scénario qui doit attirer les gens que la progression identitaire du personnage doit être linéaire. Que la progression, qu'elle soit scientifique ou émotionnelle, implique parfois de faire des détours, en fait, et des erreurs. Bien sûr, et c'est pour ça que si le rythme fait un peu défaut au 3e film, parce que on a imposé à Rémi des choses, et du coup il a voulu trop en mettre avec trop de méchants, les films prennent leur temps. Ouais, complètement. Je rappelle que dans Ils sont le longs 2, pour l'époque, oui, hein. ils sont longs pour l'époque, ils font plus de 2 heures. Et je rappelle que dans le 2, on a une bonne demi-heure, si c'est pas 40 minutes,
sans Spider-Man. Parce que, bah, précisément, il jette son costume à la poubelle, littéralement. Tout à fait. Et, et du coup, c'est cette force de narration de Sam Raimi d'assumer le fait de poser les choses. Et surtout, alors paradoxalement, il est capable de te faire suivre une scène de drama total dans le 3 où Harry et Peter se battent. C'est la deuxième scène de combat, celle où ils sont dans le manoir. Mhm. Voilà, il y a aucun costume, c'est vraiment Peter contre Harry, hein, c'est même pas Spider-Man contre le bouffon, c'est vraiment Peter contre Harry. Il termine, encore une fois, il est quasiment, on croit même que Harry est mort parce qu'il lui fait péter un engin Ouais. en pleine tête. Ouais. Et juste après, mais littéralement en un cut plus tard, tu as cette scène avec du James Brown en faux, où Peter est en train de faire le kéké, à danser comme un dark boy. Enfin, tu te dis, mais il fallait pour l'époque, mais des balls, quoi, d'arriver à te faire un ascenseur émotionnel comme ça, quoi. Tu t'attends pas à te marrer presque, alors que tu viens d'assister à une scène terrible où Peter a quasiment tué quelqu'un, quoi. Et d'ailleurs, dans le 3, c'est même pas quasiment tuer quelqu'un, c'est-à-dire il se délecte de tuer l'homme sable. C'est de dire à quel point il a sombré dans le côté obscur, c'est-à-dire qu'il fait une tentative de meurtre sur l'homme sable. Très clairement, il lui met de la flotte dans la gueule, il sait très bien que son but c'est de faire disparaître Marco. Et je trouve que c'est très très fort de la part de Sam Raimi et de ses équipes d'être allé dans cette profondeur-là. Oui, et d'ailleurs pour revenir sur l'homme sable, alors bon, c'est peut-être un peu téléphoné encore une fois comme analyse, mais c'est celle que j'ai perçue. Je trouve le personnage... Vraiment Marvel, j'y connais rien. Je trouve la manière dont le personnage de l'homme sable est traité super touchante, en fait. Parce que, donc, il y a deux facettes. Il y a une explication qui est faite pour les besoins du scénario, je pense, pour pas qu'on le considère trop mal, je sais pas trop, mais il y a deux scènes qui m'ont... Enfin, il y a une scène en particulier qui m'a touchée, c'est la scène où donc l'homme sable devient l'homme sable. Donc, il tombe dans une espèce de générateur à molécules, et donc le truc se met à tourner, et il est piégé, il peut pas sortir. Et donc il se transforme en sable, et il y a tout ce passage, en fait, où il se désintègre, en fait. Et c'est très bête, hein, mais je m'attendais à ce que ce soit douloureux. Et ça se fait dans le plus complet silence, en dehors du fait que le truc tourne et que ça fait un boucan monstrueux. Il y a ce passage où il lève les mains et où il les voit peu à peu se désagréger et se transformer en sable. Et quand tu vois la symbolique qu'a ce personnage et la relation qu'il a avec Peter, parce que du coup c'est celui qui a tué Ben, l'oncle Ben, il est relié à une mémoire en fait qui se désagrège. C'est la dernière chose qu'il reste en fait par extension de Ben, puisque c'est lui qui l'a tué. Et en fait, c'est presque quelqu'un qui est fait de cendre plus qu'il est fait de sable. Je trouve qu'il y a un rapport au deuil et à la famille qui est très très fort avec ce personnage, en particulier parce que ce personnage a une fille qui a une maladie grave, et donc il fait tout ça parce que du coup il a besoin de sous, encore une fois, pour pouvoir la soigner. Et il y a un rapport familial à la maladie, à l'expérience et au deuil qui est très très fort avec ce personnage. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus traité, c'est vraiment mon seul regret sur le 3e film, parce que c'est un personnage vraiment intéressant. Je suis fascinée à chaque fois de ces personnages masculins qui se battent, pas tant pour un crush, mais pour un personnage féminin, en l'occurrence là c'est sa fille. Encore une fois, on a cette force de l'amour, il y a une expression qui dit c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Là c'est vraiment la rage qui le fait enfler au point que ça devient un truc énorme à la fin. Et quand il se désagrège, il y a vraiment ce côté, il tombe en cendres un petit peu comme ce souvenir qu'on laisserait enfin partir, tu vois. Ouais. Et effectivement, alors ce qui est très beau, et je te rejoins tout à fait, c'est que pour moi, dans le film, il y a une phrase prononcée par Marco lui-même et qui résume totalement le personnage de l'homme sable. En anglais, il dit I am not a bad person, I had bad luck. Donc, Ouais. on traduirait par je ne suis pas un mauvais gars, je ne suis pas une mauvaise personne, j'ai pas eu de chance. Ouais. Et oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. Il veut juste une chance de s'expliquer, il veut juste une chance d'être avec sa famille malgré les erreurs qu'il a commises. Et on ne lui laisse pas cette chance-là. Et ce qui est finalement très beau, c'est que le pardon, il va l'obtenir de la part de Peter.
alors qu'il a eu une scène d'une violence incroyable où Harry est mort. Il est d'ailleurs mort de la même manière que son père, sauf que lui, il a atteint la rédemption. Mm. Et il va y avoir une autre rédemption. Le personnage de Marco redevient un être humain et dit à Peter, je n'ai pas voulu ça. Et je crois qu'à ce moment-là, il parle autant de son oncle que de Harry et de la scène de combat qui vient de se passer. Mm. Et c'est vraiment un personnage qui, comme tu le dis, est incroyablement touchant. Encore une fois, les super vilains de Sam Raimi ne sont peut-être finalement pas si méchants que ça. Ce sont des humains qui ont vrillé. Et finalement, effectivement, chez l'homme sable, c'est très fort. Il a fait des mauvais choix, il n'a pas eu de chance, il a fait des mauvaises alliances. Mais Marco est, on le voit, foncièrement bon. C'est un papa, on s'en doute un amant auprès de son épouse. C'est un père de famille qui ne demande pas mieux que d'être avec sa famille. Et d'ailleurs, tu parlais des cendres. Rappelle-toi, à partir du moment où Peter lui dit clairement « Je te pardonne », il se redésagrège. Ouais. Un peu comme si il se libérait de la terre, il se libérait, un peu comme s'il mourait avec la bénédiction d'un ange gardien finalement. C'est là où je voulais en venir, ouais. Voilà, il y a un côté angélique quelque part, je crois qu'il y a un côté spirituel chez Sam Raimi aussi, très fort. Tout à fait. Ouais. Voilà. Donc oui, effectivement, ton analyse de l'homme sable est très jolie. Et encore une fois, ce qui dessert ce film, c'est qu'il y a trop de méchants et que le rythme a des défauts. Je trouve que le personnage du New Goblin, du nouveau bouffon vert campé par Harry, est assez maltraité à cause de ça, en fait. Parce que, en gros, à la fin du 2, le fantasme de son père lui demande de venger sa mort. Harry répond non. Et il brise le miroir où il voit son père et il découvre la salle secrète dans laquelle son père se grimait en Goblin. Et c'est dommage que pendant une bonne partie du film, Harry n'arrive pas à trouver son équilibre, alors que l'acteur est vraiment très bon, ça c'est pas un problème. Mais voilà, le personnage d'Harry en Goblin n'arrive pas à trouver son équilibre, et sa grande scène, sa vraie scène, c'est quand il va retrouver son ami et il va atteindre sa rédemption, il va mourir en s'étant lavé quelque part de ses péchés. Mais voilà, effectivement, les personnages, encore une fois, sont extrêmement construits, que ce soit les gentils ou les méchants, entre guillemets. Oui, et c'est ce qui fait sa force au niveau du film. On peut reprocher effectivement au dernier film de se terminer un peu en demi-teinte par rapport à ça. Je pense que, alors même si c'est pas fait, il y a eu la possibilité d'un 4e film qui ne s'est pas fait. Et je pense qu'il y avait une possibilité pour Rémi à ce moment-là de poursuivre avec d'autres méchants et peut-être de clôturer avec un 4e film, faisant de cette suite une tétralogie qui aurait permis peut-être de terminer proprement et de poser des jalons beaucoup plus clairs. Bon, malheureusement, ça s'est pas fait. On a potentiellement l'impression de quelque chose qui n'est pas très bien fini, de quelque chose qui n'est pas très bien fait, d'autant plus que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ça a vieilli. Moi, je trouve que ça a bien vieilli et que ça fait quand même de cette trilogie une trilogie parmi les plus marquantes en termes de cinéma fantastique du début des années 2000. Bien sûr. Et c'est peut-être la plus grande trilogie de super-héros de l'époque. Je crois qu'on peut lui accorder ce titre-là, malgré effectivement les défauts qu'on pourrait lui trouver, mais quand même, c'est solide. C'est solide, et encore une fois, je crois que ça tient au fait que Sam Raimi aime le cinéma et aime le personnage de Spider-Man. Je pense qu'il a été beaucoup marqué par ce personnage, et on lui a donné la possibilité peut-être de réaliser un rêve d'enfant, et il l'a fait avec beaucoup d'authenticité et beaucoup d'humanité. Ce sont des films extrêmement humains. Oui, très très, et c'est quelque chose qui est très important de noter dans la mesure où on va avoir une trilogie qui a la possibilité de vagabonder dans différents styles, un style burlesque, un style farcesque, un style parfois presque horrifique, dont peu de trilogies peuvent se réclamer. On a une trilogie qui va arriver un petit peu après, qui est la trilogie Batman de Nolan, qui arrive un tout petit peu après, qui est beaucoup plus sombre, qui a ses passages humoristiques, mais qui n'a pas la même capacité, et c'est pas le but, je critique pas du tout, j'aime beaucoup la trilogie de Nolan, c'est pas le même univers non plus.
On va avoir ici quelque chose de beaucoup plus sombre, qui n'a rien, à voir avec Spider-Man, mais je trouve que là, pour le coup, la trilogie de Sam Raimi n'a rien à envier à celle de Batman, par exemple. Non, puis effectivement, comme tu le dis, elle porte en elle quelque chose d'assez solaire, finalement, la trilogie de Rémi. Tu parlais tout à l'heure du travail de la lumière, du jeu des couleurs. Rappelez-vous, enfin, faites attention, dans le manoir de Norman, il y a beaucoup de verre, il y a beaucoup de masques au-delà du bouffon. Donc, il y a vraiment quelque chose, ce sont des films extrêmement codifiés. Et je crois que quand tu es réalisateur, tu as cette capacité-là, si tu le souhaites, de codifier, de mettre des. Alors, on parlerait même pas d'easter egg, on parlerait simplement de points d'analyse qui permettent de rebondir de film en film, surtout dans une trilogie. Et même, si vous regardez les génériques d'ouverture des 3 films sont extrêmement bien conçus. Ce qui fait que les 3 films ne sont pas des épisodes à part entière, mais bel et bien une histoire qui s'interconnecte. Et comme on l'a dit, du 3e film, vous pouvez trouver des échos du premier. Et je crois que c'est ce qui fait que la trilogie de Sam Raimi possède une réelle unité. Elle possède une réelle identité narrative et cinématographique que peu de trilogies aujourd'hui peuvent se permettre enfin, peuvent prétendre égaler, je trouve. Complètement. Complètement. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment une unité et que même si le rythme change d'un film à l'autre, on a aussi un réalisateur qui expérimente aussi de son côté. Un réalisateur est un expérimentateur comme un autre, peut-être pas un scientifique, mais un expérimentateur comme un autre. On a ici un artiste qui expérimente et qui a au moins le mérite d'être constant dans ses choix artistiques. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il a une patte, hein, même dans ses réalisations plus horrifiques. Je veux dire, on peut râler sur son Doctor Strange, qui a été pareillement usiné par Marvel, pardon. Mais on sent vraiment les passages où Raimi a fait du Raimi. Tout le côté zombie, tout le côté la scène avec les notes de musique entre Strange et son adversaire, c'est du Raimi à l'état pur. On le voit, c'est sa patte. Oui. C'est sa patte. Oui. Marvelisé, certes, mais c'est sa patte. Après, on aime ou on n'aime pas, mais ça, il n'empêche que oui, il restera toujours quelque part dans ses choix artistiques la volonté de quelqu'un qui a envie de s'éclater et qui oubliera jamais totalement la série B, quoi. On peut dire la même chose d'un homme comme James Gunn, qui a été très marqué par les films de série B. Pour moi, ils sont voisins dans leur mentalité. James Gunn fait du James Gunn, et son Suicide Squad est incroyable, et son Peacemaker, sa série Peacemaker a l'air incroyable aussi. Du coup, voilà. C'est vraiment, je crois que ce sont des déclarations d'amour au cinéma, aux super-héros, et c'est pour ça que ça me crispe parfois quand je vois que les super-héros sont devenus des objets marketing. Alors certes, ils l'ont toujours été en partie, c'est vrai, mais on peut faire du film de super-héros avec beaucoup d'amour, et on a l'impression que la plupart des films qui sortent maintenant déjà sortent à un rythme beaucoup trop rapproché, à mon sens, et sont faits par des exécutants, en fait, davantage que par des passionnés, et c'est dommage. C'est dommage. Oui. Et c'est malheureusement ça reflète une industrie du cinéma qui est ce qu'elle est. Mais ça n'empêche pas, malgré tout, de voir des petites perles sortir de temps en temps, sans dire pour autant que c'était mieux avant. Hein. Le monde change, le monde change, les choix artistiques changent, les moyens changent aussi. Les spectateurs changent aussi. Tout change à un moment donné, change, et ça n'empêche pas de faire du beau cinéma et d'apprécier quelques petites productions qui peuvent continuer à sortir malgré tout. Je trouve que l'avantage de faire des films qui sont de plus en plus rapprochés et des films qui sont de ces choix artistiques particuliers que le font DC et Marvel, par exemple, ça permet de clarifier très précisément les messages qui passent. D'un côté, on va avoir des grosses productions, et donc ça va laisser, je sais que c'est un peu paradoxal comme pensée, mais ça peut donner l'occasion aux plus petites productions de s'affirmer avec une authenticité qui est la leur, et qui permet en fait à tout le monde d'avoir le cinéma qui lui plaît. C'est pas mal comme conclusion. C'est pas mal comme conclusion, et je rajouterais que le cinéma est un vecteur d'émotion. Je pense qu'il y a des films qui nous changent, des films qui nous marquent, des films qui nous marquent à vie, peut-être même des films qui nous sauvent la vie, allez savoir. Ça peut arriver, et je trouve que c'est joli. Je crois que ça peut être l'une des fonctions du cinéma,
fait avec amour. Voilà. Je crois qu'on a ma foi bien fait le tour sur cette trilogie. Tout à fait. On peut évidemment pas prétendre avoir tout dit, évidemment, hein, Non, mais non. en tous les cas, je crois qu'on a abordé les sujets qui nous semblent importants. Je crois qu'on peut dire qu'on a tous les deux aimé cette trilogie, tous les deux réaimé cette trilogie, peut-être même, en préparant. Absolument. La fois prochaine, on va normalement se consacrer à The Mask, donc à une autre ambiance. Bon, il n'y aura peut-être pas la même profondeur d'analyse que pour Rémi, mais c'est quand même un film qui a des choses à dire. Notamment sur ce thème du masque, et du coup, eh bien, je pense que ça ne se fera pas avant janvier parce que décembre passe à une vitesse assez folle. Et que ce qu'il faut faire maintenant, c'est vous souhaiter de bonnes fêtes. Excusez pour mon côté enrhumé, qui est à côté, voilà. J'ai chopé un rhume, malheureusement, et je souffre un petit peu pendant l'enregistrement de ce podcast, mais j'ai fait ça avec beaucoup d'amour. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été là. Tu es de toutes les batailles. Toujours, avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre tous les deux sur les réseaux sociaux. Nous allons faire en sorte d'être présents à peu près sur toutes les plateformes de podcast possibles et imaginables. Et si je me débrouille bien, vous pourrez également trouver cet épisode sur YouTube. Mais tu es parfaite en tout point. J'essaye. C'est pas facile tous les jours, mais j'essaye. Amusez-vous, revoyez la trilogie ou voyez-la, découvrez-la. Vous avez de la chance si vous la découvrez du coup à cette époque. Et surtout, prenez bien soin de vous et de celles et ceux que vous aimez. À la prochaine. À la prochaine, bye.